Bonjour, le titre est un peu long, mais basiquement on va parler d'index SQL. Je suis Franck Pachot, je suis développeur advocate à Yugabyte. C'est une base de données distribuée compatible Postgres. En gros, on utilise le code Postgres pour la partie processing SQL avec un storage plutôt comme Spanner. Ici, cette présentation, c'est valable pour toutes les bases SQL. Mes exemples sont plutôt Postgres, mais après, si vous avez des questions sur d'autres bases, on peut voir. C'est vraiment les concepts pour utiliser les index correctement sur une base SQL, et puis on verra quelques exemples. Je vais commencer par quelques concepts. Et l'idée de base, c'est un petit peu de se dire qu'est-ce qu'on va indexer. Très souvent, les gens pensent qu'on indexe des colonnes. Ils regardent les tables et ils se disent « Ah, cette colonne, il faut l'indexer ». Et moi, je préfère voir les requêtes. On va voir un petit peu comment. Mais je vais commencer par une question, si vous avez une idée. Toutes les bases SQL ont des index, on crée des index. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a été introduit dans la norme SQL? Sur Wikipédia, il y a quelques dates sur la norme SQL. Est-ce que vous pensez que les index, c'était plutôt au début, plutôt à la fin? Au début. Ben, en fait, non, il n'y a pas de create index dans la norme SQL. Ce qui est assez logique, en fait. SQL, c'est Structure Query Language. C'est un langage de requêtes. Vous faites des requêtes sur des tables, sur des vues, sur des fonctions dans la clause from. Vous ne mettez pas de nom d'index dans les requêtes. En fait, on n'interroge pas. Les index, c'est quelque chose qu'on crée dans les bases de données pour accélérer les choses, mais ça ne fait pas partie de la norme SQL. Voilà, c'est pour la petite histoire, et c'est aussi pour comprendre que normalement, la création d'index est transparent pour l'application, c'est le but. Ça permet d'accélérer, donc on a besoin de savoir comment l'application va accéder aux données, mais on n'interroge pas directement un index. Après, si on regarde l'histoire des bases de données, les premières bases de données déjà avaient des index. La plus ancienne que je connais, où j'ai pu voir un user guide, c'était la première version d'Oracle, Oracle 2. Larry Ellison s'est dit qu'une version 1, personne ne l'achèterait, donc la première version, c'était une version 2. Il y avait déjà la notion d'index, il n'y avait pas un create index, et il y avait justement ce que je déconseille, l'idée de flaguer des colonnes en disant ça je veux l'indexer, ça je veux l'indexer. Donc c'était dans le create table qu'on mettait image, je ne sais pas trop pourquoi, c'était une image des données, pour dire ce qui était indexé. Donc c'était vraiment basique. Forcément, ça a changé. Aujourd'hui, vous créez des index avec un create index qui peut être un peu plus compliqué. Et on va voir que c'est important que ce soit un peu plus compliqué que juste penser à une colonne. L'idée, c'est que... Alors, une idée de base déjà, c'est qu'en général, l'accès optimal pour une requête, c'est d'avoir un index par table. C'est très rare qu'on ait un index qui couvre deux tables. Il y a quelques cas où ça peut se faire. Et on peut aussi passer par deux index pour aller sur la même table, mais c'est rarement optimal. Idéalement, si vous avez une requête sur trois tables, et évidemment, sauf si vous voulez lire toute la table, pour de l'analytique par exemple, mais si vous voulez accéder à quelques lignes de la table, vous allez avoir besoin d'un index par table. Et souvent, ce qu'on va regarder en premier, c'est ce qu'il y a dans la clause where. On va voir que l'index peut être utilisé pour optimiser d'autres étapes SQL. Mais du coup, on va indexer plutôt les prédicats qu'il y a dans la clause where, plutôt qu'indexer les colonnes. Alors des fois, c'est pareil, parce que dans la clause where, on a colonne égale une valeur. Donc en fait, la valeur qu'on passe, on va l'indexer directement sur la colonne. Mais très souvent, on va indexer des valeurs qui sont dérivées d'une ou plusieurs colonnes de la table. Donc, l'idée, c'est pas d'indexer des colonnes, d'indexer les valeurs qu'on va rechercher, la plage de valeurs qu'on veut sur une table. Un exemple un petit peu extrême, imaginons que j'ai une table des commandes et ma requête, c'est d'avoir, pour les commandes qui ont été livrées en exactement un jour, en France, je veux le top 10 quand je les trie par montant de la commande. Pour ce type de requête, l'index idéal, ça serait déjà, vu que je vais interroger sur un jour, mais je n'ai pas ces un jour dans la table. Par contre, j'ai la date de commande et la date de livraison. Si je le soustrais, si je fais un trunc qui m'enlève les fractions, je peux savoir exactement lesquelles ont été livrées en un jour.
Et ensuite, sur celle-là, je vais rechercher le pays, mais probablement minuscule, majuscule, je ne veux pas trop faire gaffe. Donc, je vais peut-être utiliser une fonction qui va convertir ça. Et puis ensuite, comme je vais avoir un tri, j'ai envie d'avoir le résultat, une fois que c'est filtré, de résultat trié, pour juste prendre le top 10. Pas aller tout lire, tout trier pour trouver le top 10. Donc finalement, pour une requête comme ça, un index, il sera un peu plus complexe que simplement indexer des colonnes. Et en fait, il n'y a pas de colonnes, il n'y a que des fonctions sur les colonnes. Même ça, sur certaines bases, par exemple sur Oracle, quand vous créez une colonne descending, parce que vous voulez un tri descendant, Oracle, derrière, il va créer une fonction, un sysop descending, qui va en fait inverser l'ordre. Donc, on indexe principalement des expressions sur des colonnes. Sur une, sur plusieurs, via une fonction ou via d'autres choses. Évidemment, la fonction, ça peut être du 1 pour 1, et du coup, c'est la valeur de la colonne. Mais ce n'est pas le cas général. Il faut vraiment penser qu'un index, c'est une manière de stocker de manière redondante les données qui sont dans une table. Et par les données, c'est une partie des données. Pas forcément toutes les lignes, pas forcément une colonne, mais pas forcément toute colonne non plus. On va plutôt stocker dans l'index les données avec une organisation physique plus proche de la manière dont on va l'interroger. Souvent, dans les tables relationnelles, on va stocker les données comme elles arrivent, ou alors de manière normalisée. Et il y a une transformation avant de rendre le résultat de la requête pour le use case de l'application. Donc l'index, il va plutôt stocker ça dans ce sens-là. Si je veux un résultat trié, ben, il y a des chances que je bénéficie d'un index qui me donne déjà le résultat tout trié. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau d'un index. Donc on va réfléchir à la manière dont c'est trié. Mais attention, ça va être trié souvent sur la valeur binaire. Et peut-être que ce qu'on interroge, le order by qu'on veut, ce n'est pas forcément la valeur binaire. Si j'ai du texte, peut-être je veux un ordre alphabétique qui ne correspond pas exactement à l'ordre ASCII. Donc il y aura peut-être une fonction qui va s'appliquer dessus, même si je ne la vois pas directement. Un index, il peut être partitionné aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des tables partitionnées quand un index local, même clé de partition. Sur certaines bases, on peut aussi avoir un index global qui va référencer des lignes de plusieurs partitions. On peut même lui-même le partitionner. On peut aussi inclure plus de colonnes, c'est-à-dire qu'au départ, les colonnes qu'on indexe, l'index va être trié, les entrées d'index vont être triées dessus, mais on peut rajouter des colonnes qui ne vont pas influer sur le tri, qu'on va rajouter avec des clauses include, par exemple, including, juste pour avoir plus de colonnes dans l'index. On va voir des exemples. L'idée, c'est de se dire, on n'indexe pas uniquement pour la clause where. C'est vrai que c'est important, parce que si on veut que 10 lignes parmi une table qui en fait des millions, bah c'est important que l'index il nous trouve ces 10 lignes. Mais après, je ne veux pas forcément toutes les colonnes, je ne veux pas forcément aller voir la table pour avoir le reste des colonnes. Donc on va réfléchir un peu plus que la clause where. La clause order by, la clause group by, ça joue. Et les colonnes qui sont aussi dans la clause select, qu'on va chercher, on peut avoir envie de les rajouter dans l'index. Pas forcément trier. Et la propriété principale des index, c'est qu'il y a cette structure redondante, mais elle est maintenue automatiquement. Quand vous n'avez pas une base relationnelle, quand vous êtes sur du NoSQL, vous allez en créer des structures redondantes. Mais vous avez à les maintenir et vous avez ce risque de consistance. Là, la base de données, elle vous assure que de toute façon, elle vous offre une vue logique où il n'y a pas d'index. Vous interrogez la table. C'est derrière physiquement que ces structures sont gérées. Donc, on crée des index pour éviter des tris, pour aller trouver une valeur précise ou une plage de valeurs ou plusieurs plages de valeurs. Et parfois, c'est aussi pour lire une structure un peu plus petite. Ça peut arriver qu'on fasse un full scan d'un index, donc tout lire, pas profiter du fait que c'est trié et qu'on peut aller chercher une plage de valeurs précise, mais simplement parce qu'il est plus petit, parce que peut-être dans la table, on a 1000 colonnes. Ce n'est pas une recommandation, mais peut-être. Et du coup, tant qu'à tout lire, autant lire quelque chose qui est plus petit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Au besoin, il y a des micros, etc. Donc on va voir un petit peu quelques exemples. Index partiel. L'idée, c'est qu'on n'indexe pas forcément toutes les lignes.
Alors on va voir, suivant les bases de données, c'est facile ou pas de le faire, mais de manière générale, vous n'êtes pas obligé d'indexer toutes les lignes d'une table. Je crois que j'ai un exemple. Table de commande, elles ont un ID, elles ont un flag, yes, no ou un booléen, qui va dire si la commande est processée ou pas, a été traitée ou pas. Typiquement, j'ai une grosse table de commande avec toutes mes commandes des 20 dernières années. La plupart, je les ai traitées. Il y en a peu qui ne sont pas traitées. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver 5 qui ne sont pas traités pour les traiter, justement. Je peux tout indexer. Je peux faire un index sur cette colonne processed et je trouverai 5 qui ne sont pas traités pour les traiter. Et du coup, quand je vais mettre à jour ce flag, ça va enlever l'entrée qui est à l'endroit à traiter et créer une entrée dans l'index en disant que c'est traité en fait. Quand vous modifiez la valeur d'une colonne indexée, ça correspond dans l'index à un delete insert. Sauf que là, j'en ai pas besoin puisque j'ai besoin de trouver que 5 qui ne sont pas traités. 5 qui sont traités, il y en a tellement que je ne vais pas passer par l'index. Autant tout lire et juste éliminer les quelques-unes. Donc c'est un cas où je vais créer un index partiel. Par exemple, sur Postgres ou Yugabyte, on rajoute une clause where. Comme sur un select, on a une clause where. Dans l'index, on peut mettre une clause where. Et là, j'aurai un index qui va être tout petit. C'est déjà un avantage. Mais surtout qui va être plus facile à maintenir. C'est-à-dire que quand je vais traiter une commande, ça va juste l'enlever de l'index. Au lieu de l'enlever d'un endroit de l'index pour le rajouter dans un autre. Donc, super important de penser à ces cas-là. Quand on accède via un index, est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les lignes quand on accède par cet index? Si vous êtes sur une base de données qui n'a pas cette clause where dans l'index, par exemple sur Oracle, il y a des moyens de faire. En utilisant par exemple sur Oracle le fait que Oracle ne met pas dans l'index une entrée qui est entièrement nulle, alors que d'autres bases de données le font. Du coup, on peut profiter de ça. Avec le fait qu'on n'indexe pas forcément une colonne, mais qu'on peut indexer une expression sur une colonne, sur Oracle, je ne peux pas mettre de clause where, mais par contre, je peux mettre un case, indexer le résultat d'un case. Donc dans mon index, pour celles qui sont processed, je mets l'ID. En fait, c'est l'inverse que je voulais faire. Quand elles sont processed, j'en veux pas, donc j'aurai un nul. Quand elles ne sont pas processed, je vais avoir l'ID parce que c'est l'ID qui va m'intéresser. Et ça crée un index qui a peu d'entrées, comme un index partiel. Une autre solution aussi, si vous faites du partitioning, sur Oracle, vous n'êtes pas obligé de créer un index sur toutes les partitions. Donc ça peut être une solution aussi de partitionner la ligne pour avoir une partition qui a tout ce qui est processed, une partition qui a les autres, et un index que sur une seule. Donc index partiel, on n'a pas besoin d'indexer toutes les lignes tout le temps. Bien sûr, il y a des cas où ça va être intéressant d'indexer toutes les lignes. On n'a pas besoin d'indexer toutes les lignes. Maintenant, par rapport aux colonnes, très souvent en index, je vois beaucoup trop d'index sur une seule colonne. Et très souvent, on a besoin de plus. Et là, l'idée, c'est les index couvrants. C'est-à-dire que l'index va couvrir un petit peu plus que nécessaire. Et il y a des fausses idées sur les index couvrants. En soi, un index n'est pas couvrant tout seul. Il couvre une requête et on va voir qu'il couvre peut-être une partie d'une requête. Couvrant tout seul, ça voudrait dire qu'il aurait toutes les colonnes de la table, mais en plus, il faudrait avoir tous les différents ordres de colonnes. Donc, première chose, quand il y a un index, c'est important de comprendre que un index, de manière interne, c'est un peu comme une jointure. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à éviter des jointures et qui ne se rendent pas compte qu'il y a le même coût quand on passe d'un index à une table. Si j'indexe seulement une colonne, il y a des chances que j'interroge plus qu'une colonne de ma table. Donc je vais utiliser l'index pour savoir quelles lignes correspondent et après je dois aller voir ces lignes. Et dans certains cas, ces lignes elles vont être dispersées un petit peu partout. Je crois que j'ai un exemple. Table de commande. Imaginons que j'ai une table de commande, alors il y a plein de colonnes, mais il y a le pays, la date de commande et le produit, et je crée un index sur le pays, parce que je veux trouver facilement toutes les commandes d'un certain pays. Si j'ai besoin de n'importe quoi d'autre de la commande, son ID, une autre colonne, si je fais un select étoile, là je suis sûr que je vais lire toutes les colonnes, ce n'est pas forcément la meilleure idée non plus.
ou même pour trier un peu plus, c'est-à-dire que je veux les commandes qui viennent de France, mais que celles de moins d'un jour. Ben, toutes celles qui viennent de France, je vais avoir beaucoup d'entrées d'index. Ces entrées d'index, elles vont me référencer des lignes de table qui vont être dispersées parce qu'il y en a qui sont arrivées il y a un an, il y en a qui sont arrivées il y a un mois, il y en a qui sont arrivées il y a un jour. Donc dispersées, ça veut dire des I/O random, coûteux, sur des disques, sur du cloud, sur du storage network. Vous allez toujours le payer, l'I/O random. Et donc, je vais lire plein d'entrées d'index, aller voir plein de lignes de la table pour au final en éliminer plein parce qu'elles ne correspondront pas au bon order date. Alors que si l'order date, je l'avais déjà dans mon entrée d'index, je n'aurais pas besoin d'aller voir la table. Donc ça, c'est une grosse optimisation dans beaucoup de cas. Pas forcément de couvrir toutes les colonnes nécessaires, mais au moins de couvrir celles qui permettent de filtrer beaucoup. Pour que quand je vais voir la table, je vais la voir que pour quelques lignes. Un autre exemple, mais qui veut dire la même chose, en fait, c'est là-dessus. Pour cette requête, donc la même requête, je vais créer un index qui va me trouver facilement la plage d'entrée d'index qui correspond à un pays. Et derrière, elles vont toutes être triées par date de commande. Et donc, je vais déjà filtrer énormément simplement en allant voir l'index. Donc ça, c'est assez classique de rajouter des colonnes à l'index pour être sûr qu'on filtre ça. Oui. Oui. Créer un index sur toutes les colonnes, ça ne reviendra pas à la même chose que ne pas avoir d'index parce que ça sera trié. Alors que ne pas avoir d'index, suivant les bases de données, soit les lignes vont être dispersées, soit elles vont être organisées par rapport à la clé primaire. Mais l'index, non seulement il est trié, et en plus il a ça. Donc créer sur toutes les colonnes, c'est rarement intéressant, parce qu'il y a peu de requêtes qui vont avoir besoin de toutes les colonnes, sauf si vous mettez des select étoiles partout, qui n'est pas forcément une bonne recommandation. Donc c'est aussi quelque chose à savoir. On peut avoir l'impression que comme on stocke par ligne, aller lire toutes les colonnes, c'est pas forcément coûteux, parce qu'aller chercher quelques octets en plus, c'est pas très coûteux, oui, mais on peut se passer d'index ou pas. Il y avait une question vers là-bas, oui? Est-ce qu'on peut espérer sur un cas comme ça, espérer que le query planner n'ignore pas l'index? Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Il y a le fait déjà que ça rend les choses plus simples pour le query planner s'il y a un accès beaucoup plus facile. Après, s'il ignore l'index, on va se retrouver à faire un full scan. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Ici, sur ce type de requête, en fait, l'idéal, très souvent, c'est que le temps de réponse soit proportionnel au résultat, pas à la taille de la table. C'est-à-dire qu'un utilisateur, il comprend très bien que si on lui ramène 100 000 lignes, ça va mettre un peu plus de temps que si on ramène 10 lignes sur un écran. Donc, les accès par index, si on accède par index et qu'il n'y a pas un tri à faire en plus ou du filtre à faire en plus, on va avoir un temps de réponse qui va être assez proportionnel à ce que l'utilisateur va recevoir. Du coup, il va le comprendre. Et puis, si un jour il fait une requête qui ramène 1 million de lignes, il va accepter que ça mette un peu plus qu'une milliseconde. Alors que si l'index n'est pas terrible et qu'on part sur un full scan ou sur un autre index, là, il va être très surpris parce qu'en fait, en demandant peut-être 10 lignes de plus, il va avoir un temps de réponse qui ne va pas être scalable parce qu'il va lire toute la table. Donc, par rapport à la question, c'est important d'avoir des bons index aussi pour être sûr que le query planner, que l'optimiseur voit tout de suite, ouais, ça c'est le bon index pour cette requête. De même que je disais aussi, on peut avoir des cas où plusieurs index peuvent être utilisés pour une même table, mais du coup, le query planner, il va utiliser plusieurs index, faire un genre de bitmap dessus et faire des or et des and. Donc ça va avoir un coût. Même si c'est possible, ça va avoir un coût. Il y a beaucoup de use cases dans une application. L'idéal, c'est que les use cases critiques aient vraiment l'index adapté pour eux. Donc quand on parle d'index couvrant, j'aime pas trop ce terme aussi, dans le sens où ça dépend ce qu'on couvre en fait.
il y a des gens qui pensent qu'un index couvrant, c'est quand ils vont voir, par exemple, sur Postgres qu'il y a un index only scan. Moi, si je couvre déjà le filtre, je suis déjà assez content. Si je couvre la partie order by, pour les requêtes de type top n, j'ai 1 million de lignes dans ma table et je veux le top 10 sur une certaine valeur. Je n'ai pas envie de lire 1 million et d'aller les trier. Ça, c'est pas scalable. Donc, couvrir le order by, c'est aussi assez intéressant. Et ensuite, pour faire un peu plus, si via l'index, on se retrouve quand même à aller chercher beaucoup de lignes qui sont dispersées dans la table, de rajouter toutes les colonnes nécessaires à la requête, donc dans le select, de les rajouter à l'index, ça évite d'aller voir la table. Mais il y a plein de cas où ce n'est pas utile. C'est-à-dire, même si je vais voir beaucoup de lignes, mais qu'elles sont ensemble parce qu'elles ont été insérées au même moment, ben, ce n'est pas gênant, ça ne fait pas beaucoup d'IO random. Et si je vais voir 10 lignes, 10 accès à la table, ça va peut-être être 10 millisecondes, ça va aller aussi. Donc, ce n'est pas toujours nécessaire de couvrir toutes les colonnes. Premier, filtrer au maximum à partir de l'index avant d'aller voir la table, trier si c'est possible, et ensuite en rajouter plus. Sur Postgres, par exemple, on peut rajouter include pour ajouter des colonnes. Mais en fait, il y a deux choix. Si vous avez une colonne à couvrir, vous pouvez la rajouter à la fin de la clé, ou la rajouter avec include. Pour la requête en soi, ça va être la même chose. La valeur est présente dans l'entrée d'index. La différence, c'est que si c'est dans la clé, il va devoir le trier. Donc si vous l'updatez, cette colonne, elle va changer de place, alors que si elle est dans include, vous pouvez l'updater sans qu'elle change de place. Donc les colonnes, souvent updatées, c'est peut-être mieux dans le include. Après, l'idéal, c'est d'avoir des index, c'est de ne pas avoir un index par requête, donc d'avoir des index qui sont bien pour plusieurs requêtes. Et donc, le fait de ne pas le mettre dans l'include et de le mettre à la fin de la clé, si ça permet de servir d'autres requêtes qui, elles, ont besoin d'un tri ou d'autres choses, ça peut être intéressant aussi. Donc tout ça pour dire que index couvrant, covering un index, ce n'est pas forcément d'aller mettre toutes les colonnes, c'est de réfléchir à ce qu'on veut couvrir. Et comment on le voit dans le plan d'exécution? Si vous êtes sur Oracle, vous verrez un accès par index sans avoir un table access. Donc là, vous savez que vous avez trouvé toutes les infos nécessaires dans l'index. Sur Postgres, vous verrez index only scan, mais ça n'est vraiment couvrant, ça n'évite l'accès à la table que si vous avez index only scan et heap fetches 0. Parce que sur Postgres, vous pouvez avoir un index only scan qui a quand même besoin d'aller voir les lignes de la table par rapport à la visibilité, à la gestion de la consistance sur Postgres. Il y a des infos qui ne sont que dans la table si ça n'a pas été vacuumé récemment. Donc voilà, juste quelques notions pour se dire il n'y a pas couvrant, pas couvrant. Regardez le plan d'exécution et le coût des opérations. Sur Yugabyte, on a toutes les infos de visibilité qui sont dans l'index aussi. Donc si vous avez un index only scan, ça n'ira jamais voir la table. Toutes les bases de données sont différentes. Je l'ai mentionné un peu, c'est aussi très souvent utile d'avoir un index qui correspond au tri du résultat qu'on veut, pour éviter d'aller faire un tri après. Après, il y a des cas où ce n'est pas toujours possible, et il y a des cas, quand vous allez faire des jointures entre plusieurs tables, si vous avez un gros filtre sur une table et un besoin d'un tri sur une autre, ben là c'est là que le query planner il va devoir se dire, c'est quoi le plus intéressant? C'est de commencer par la table qui trie et de filtrer après, mais au moins ça reste trié, ou de commencer par celle qui filtre, mais du coup on ne bénéficie pas du tri, et on doit retrier. Par contre, si elle filtre beaucoup, on n'a pas grand-chose à trier. Donc tout ça, ça dépend du nombre de lignes qui viennent de chaque table. Mais voilà, c'est important de voir que très souvent, hein, si vous voulez afficher le top 10 bon, pour des requêtes analytiques ou simplement afficher par page, faire de la pagination, vous ne voulez pas lire toutes les données, les trier, afficher les 10 premières lignes, et puis que l'utilisateur appuie sur Next, et puis vous allez relire toutes les données, les retrier, et aller en lire d'autres. Donc sur une pagination, très souvent, vous aurez un order by. Évitez offset pour aller lire la deuxième page, parce que si vous mettez un offset, vous allez relire du début, et puis skipper les autres. Donc pour la pagination, vous allez avoir un order by, et puis une where clause, qui va chercher supérieur à la dernière valeur qui a été lue.
Et tout ça bénéficie énormément d'un index. Comment savoir que vous bénéficiez de l'index pour éviter un tri? Regardez le plan d'exécution. On ne peut pas le deviner sans, parce qu'il y aura toujours des surprises. Il y a peut-être des cas où vous pensez que vous avez un index sur une colonne, et donc ça va venir trier. Si vous regardez le plan d'exécution, peut-être que vous allez voir qu'il y a un tri en plus. Et là, il faut réfléchir pourquoi, et suivant les bases de données, avec plus de détails sur le plan d'exécution, peut-être vous allez voir que de manière interne, la base de données a rajouté une fonction. Parce que, par exemple, on est sur Oracle, où on a déclaré qu'on est sur un tri linguistique avec un ordre alphabétique français, allemand, quoi que ce soit, et qui ne correspond pas à l'ordre ASCII. Et donc, du coup, l'index, il est trié, mais sur un ordre qui n'est pas le même exactement que le résultat qu'on veut. Donc, regardez le plan d'exécution. De même que, surtout, si vous avez besoin de résultats triés, mettez toujours un order by. S'il n'y en a pas besoin parce qu'il y a un index, le query planner, l'optimiseur, va éviter de faire l'opération. Par contre, si vous ne mettez pas d'order by, la base de données, elle pense que vous n'avez pas besoin d'un tri et elle peut venir à un moment à se dire « Oh, je vais faire des choses en parallèle » et elle va casser le tri auquel vous avez l'habitude, où vous pensez que c'était trié. Oui. Donc le slide d'avant, oui, c'était vraiment pour réfléchir à l'ordre des index. Je pense que je le précise après, mais je peux le préciser ici. Très souvent, sur les bases de données, les index ils peuvent être lus dans un sens ou dans un autre. Donc, ascending, descending, ça va être utile s'il y a plusieurs colonnes. Mais, par exemple, s'il n'y a qu'une colonne, on peut aller voir la première ligne, même si on a un index descending. Parce qu'en gros, quand c'est stocké sur une structure B-tree, il y a des liens dans les deux sens entre les blocs. Sur Yugabyte, on utilise plutôt du RocksDB derrière, où il y a un sens qui est plus rapide que l'autre. Donc c'est plus important de vérifier ascending ou descending. Et dans le plan d'exécution, on va le voir. Par exemple, sur Postgres, vous verrez index scan ou index scan backward. Et vous voyez que vous allez dans l'autre sens. Après, regardez le coût. Si vous avez des requêtes qui ont besoin d'un tri dans un sens et d'un tri dans un autre, vous pouvez créer deux index. Mais si c'est OK avec un et juste un qui est juste un petit peu plus lent, vous évitez aussi de maintenir deux index. Donc, il faut toujours voir. Pas créer trop d'index. Le but, c'est d'avoir les index qui couvrent vos access patterns, vos moyens d'accès aux données, mais pas d'en avoir un par requête. Oui. Alors la question, le problème d'avoir trop d'index, c'est une question de place. En fait, non, parce que la place, c'est pas très gênant d'avoir 100 gigas de plus dans une base de données. Sur le disque, ça va. Sur les backups, ça fait un peu plus. En mémoire, si c'est des blocs qui sont utilisés souvent, c'est vrai que ça prend un peu de place. Le gros problème, c'est pas trop ça, c'est la maintenance qu'il y a. Typiquement, sur les bases de données qui ont des index B-tree, quand vous insérez une nouvelle ligne, il va falloir mettre à jour tous les index. Sauf si vous avez des index partiels et puis ça ne correspond pas à leur closeware. Mais si vous avez 10 index, insérer une ligne, ça va être 10 fois plus coûteux et même encore plus parce que l'index B-tree, il a beaucoup de maintenance dessus. Donc le coût, il va être aux inserts, aux delete. Si vous purgez des données, beaucoup de lignes avec un delete, faire des deletes dans une table, ça va. Mais enlever les entrées d'index dans 10 index ou 20 index, ça peut être très très coûteux. Donc le coût, il est plutôt dans le coût de la maintenance, dans le fait d'avoir trop d'index. Après, regardez ce que font vos bases de données. Elles passent souvent plus de temps à lire qu'à écrire. Donc il ne faut pas non plus avoir peur d'optimiser les lectures. On a souvent des problèmes sur des requêtes en lecture parce qu'elles lisent trop, avant d'avoir des problèmes en insertion de données, à part si vraiment vous faites de l'ingestion de données très très rapide, où là vous allez essayer d'avoir un minimum d'index. Donc voilà, le coût d'avoir trop d'index, c'est toute cette maintenance qui est faite derrière, et qui dépend des bases de données aussi. Après, c'est toujours difficile de choisir quand on met un index de plus, parce que moi j'ai fait beaucoup de consulting, et j'ai été chez des clients où il y avait 20 index. Si vous en proposez un de plus, ça ne va pas faire une grosse différence. Le problème, c'est plutôt d'en avoir autant, mais un de plus,
Ça veut dire qu'un insert, il va peut-être faire 4 IO de plus que 50. Mais voilà, il faut faire attention à ça. Et sinon, ben, comme je le disais, alors les index qui n'indexent pas directement la colonne, mais indexent des fonctions, on les appelle function-based index ou expression-based index. J'aime pas trop ces termes parce qu'en fait, pour moi, on indexe toujours des expressions. En fait, c'est juste que des fois, l'expression, c'est juste égal à la colonne. Mais voilà, très souvent, on va appliquer une fonction par rapport à la colonne. On stocke la colonne de la manière où elle est arrivée ou de la manière où on la normalise. Mais vous recherchez un nom, vous avez sûrement envie de rechercher sans tenir compte des majuscules, minuscules. Peut-être vous allez enlever les tirets, les espaces, plein de choses. Donc, vous pouvez indexer ça. Si vous avez un index sur le nom et que vous recherchez avec une mise en majuscule du nom, ben, les lignes qui correspondent, elles pourraient avoir plusieurs valeurs. Donc, on ne peut pas utiliser l'index. Par contre, on peut indexer la fonction. Par exemple, vous avez 2 dates. Vous pouvez indexer l'intervalle entre les deux. Par contre, pas n'importe quelle fonction, il faut qu'elle soit déterministique. C'est-à-dire que vous n'allez pas appliquer une fonction random, parce qu'il faut que ça reste consistant. La base de données, elle doit être sûre, quand il y a une redondance de données entre l'index et la table, elle doit être sûre que c'est consistant. Je crois que j'ai un slide après pour préciser ça. Par exemple, vous faites une requête sur une table où il y a les personnes et puis vous voulez savoir qui a moins de 30 ans, vous n'allez pas indexer l'âge. Parce que l'âge, il change tout le temps. Donc, on ne peut pas stocker dans l'index l'âge. On peut stocker la date de naissance. Mais du fait que ça fait référence à la date du jour, ben, on ne peut pas l'indexer. Après, vous pouvez créer vos propres fonctions et les déclarer déterministiques. Dire à la base de données, t'inquiète pas, ma fonction, pour les mêmes valeurs des colonnes que j'utilise, ça va être toujours la même valeur. Et vous pouvez tricher en lui disant, ouais, l'âge, t'inquiète pas, tu peux l'indexer. Mais du coup, vous allez corrompre les données si vous faites ça. Donc, vous pouvez déclarer des fonctions déterministiques si vous êtes sûr qu'elles sont déterministes. C'est déterministique, c'est le terme sur Oracle, c'est non volatile sur Postgres, par exemple. OK, il nous reste 12 minutes et on va voir quelques exemples. J'ai passé un peu plus de temps sur les concepts parce que, de toute façon, il y a tellement de possibilités que c'est mieux de comprendre comment ça marche plutôt que de voir 2-3 cas qui s'applique après ou pas. Maintenant que vous savez qu'un index, c'est une structure triée et il va trouver les valeurs rapidement parce que c'est trié, ben vous vous rendez compte que si vous avez une requête qui n'a pas la valeur exacte, mais juste un préfixe, l'index peut être utilisé. Un simple index sur le nom, si je veux rechercher ceux qui commencent et puis j'ai 4-5 lettres du nom, ou alors j'avais quoi comme exemple, voilà, Dupont avec un T ou un D, ben voilà. Ça va être au même endroit dans l'index. Donc, cet index est utile pour ça, même si on n'a pas la valeur exacte. Il y a même des bases de données, je pense qu'Oracle, si vous avez un texte qui est super long, vous pouvez indexer un substring et il va l'utiliser par rapport à ça. Maintenant, si vous avez un suffixe, là c'est un problème parce que tous les noms qui se terminent par une lettre, ben, ça va être dispersé dans la plage de valeurs. Donc on ne peut pas directement utiliser un index pour ça. Mais comme on n'indexe pas forcément des colonnes, mais des fonctions sur les colonnes, les bases de données, elles ont une fonction reverse qui met juste à l'envers l'ordre binaire. Et du coup, le reverse d'un suffixe, c'est un préfixe. Donc si je crée un index sur reverse de name, je peux interroger le reverse de name qui est égal au reverse du suffixe que je recherche. Après, il faut que l'expression matche vraiment pour que le query planner sache qu'il peut utiliser un index pour ça. Donc, utiliser des vues ou des colonnes virtuelles, si vous avez sur votre base de données, pour être sûr d'utiliser la même chose. Sur Postgres, il y a reverse, il y a aussi avec l'extension Aura FCE, l'équivalent qui est plus rapide. Je ne sais pas, c'est codé différemment. Et maintenant, si vous avez pas mal de lettres, mais au milieu, donc c'est ni un suffixe, ni un préfixe. Et là, Postgres a une solution super intéressante avec une extension. Donc ça marche aussi sur Yugabyte parce qu'on utilise le même code pour le SQL. Il n'y a pas directement l'équivalent sur Oracle, il n'y a pas beaucoup de bases comme ça. L'idée, c'est d'indexer des trigrammes.
Alors déjà, on utilise un gene index, un index inversé. La différence, c'est que l'index normal, pour une entrée d'index, il n'y a qu'une ligne qui correspond. Les gene index, on peut avoir une entrée qui correspond à plusieurs lignes. Typiquement, on va peut-être indexer un mot qui se retrouve dans plusieurs lignes. Et là, automatiquement, c'est-à-dire en créant simplement un index gene en utilisant ces trigrammes, il va indexer tous les trigrammes possibles. Donc, s'il voit un X, Y, Z, il va avoir un trigramme où il n'y a que le X, un trigramme où il y a X, Y, etc. Et ça va permettre de faire une recherche qui va devoir... Donc, quand vous allez passer votre pattern du milieu, il va en faire des trigrammes et il va voir quels trigrammes correspondent. Donc, forcément, c'est plus long qu'une recherche exacte, mais c'est plus rapide que de tout lire parce qu'on n'a pas d'entrée d'index. Donc voilà, ça c'est assez utile sur Postgres, utile et facile sur Postgres. Après, il y a des extensions sur d'autres bases de données aussi qui permettent de faire des recherches. Je vais passer très vite. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vecteurs. C'est aussi quelque chose qui peut être indexé. Il y a pgvector sur Postgres, Oracle a aussi un index dessus. Juste faites attention, là, on commence à avoir des index où vous allez interroger 2 fois, vous allez peut-être avoir un résultat différent. Ça change. Souvent en SQL, on aime bien que ça soit déterministe. Et quand on arrive là, c'est très bien pour de la recherche texte, mais il faut y faire attention. Et puis, donc, les 2 cas où souvent il y a des questions sur les index, c'est du full text, comme on a vu. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez jeter tous vos Elasticsearch, mais ça veut dire aussi que si vous utilisez une base de données relationnelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir une base de plus à gérer juste parce que vous avez des recherches texte. Il y a des solutions dedans. Pareil pour des documents. On peut indexer, on peut avoir des documents JSON sur Postgres, sur Oracle, sur MySQL, et on peut les indexer aussi. Alors, la première possibilité d'index, c'est la plus simple. Si on peut indexer une expression, on peut aller chercher la valeur d'un attribut dans un JSON. Ça, c'est le moyen de naviguer dans un JSON avec la syntaxe Postgres. Vous créez un index dessus. Ça n'a pas besoin d'être une colonne. C'est la valeur que vous allez chercher. Si le nom, c'est un attribut d'un JSON, vous allez le trouver comme ça. Donc ça, c'est la manière toute simple d'indexer des choses dans un JSON. Par contre, ça marche que quand vous allez vraiment chercher une valeur. S'il y a plusieurs valeurs parce que vous avez un array dans le JSON, utiliser ces expressions, ça veut dire qu'il faudrait indexer la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3, du coup ça ne marche plus. Et c'est là qu'on va retrouver les index gene, les index inversés qui peuvent indexer plusieurs valeurs. Donc si dans le JSON vous avez un array, vous pouvez l'indexer avec un index gene. Donc ici, sur Postgres, ou Yugabyte, je fais using gene pour dire le type d'index. Et je rajoute un opérateur qui n'est pas le défaut. On va parler du défaut après. Mais là où simplement je dis, dans mon document, donc data c'est une colonne JSON, dans mon document ou dans un sous-document de mon document, indexe toutes les valeurs. Donc tous les attributs et tous les items de l'array. Du coup, l'index, il est un petit peu plus grand, il a un petit peu plus de choses, mais il va permettre d'aller chercher sur est-ce qu'il y a une valeur qui est contenue dedans. Est-ce que cet attribut existe, etc. Avec des syntaxes un peu particulières à Postgres. C'est arrivé dans la norme SQL très très récemment, donc tout ça va se normaliser entre bases de données. Mais voilà, des recherches déjà intéressantes sur du JSON. Et ça, c'est pas très très coûteux parce que juste il y a plusieurs entrées. Après, si on fait un index gene par défaut, donc sans préciser le JSON pass qu'on avait avant, en mettant juste ce qui est par défaut le JSON ops, lui il indexe encore plus. Il n'indexe pas seulement les chemins au travers des arrays et des attributs, il va aussi permettre de faire des requêtes de type est-ce que cet attribut existe. Donc il va vraiment indexer tout ce qu'on trouve dans le JSON, les attributs, les items d'index, etc.
Le choix, bah, si on veut vraiment le plus de possibilités de recherche, on va créer un index qui indexe tout. Si on n'a pas besoin de tout ça, bah, autant avoir un index plus efficace. Et puis les requêtes top N, dont on a parlé. Et j'en reparle parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup. Quand on va avoir un order by avec une limite ou fetch first 10 rows only, probablement vous ne voulez pas lire beaucoup de lignes. Si vous allez lire, par exemple, vous voulez exporter dans un fichier toutes les lignes de la table, peut-être que vous pouvez les trier parce que de toute façon c'est quelque chose qui va être long. Mais aller chercher 10 lignes sur une table qui grossit, bah, il y a un jour où l'utilisateur ne va plus accepter d'attendre que ça soit trié pour avoir ces 10 premières lignes. Donc, toujours penser que dans l'index, les clés sont triées et donc ça peut être utile pour aller chercher une plage de valeur, mais aussi cette plage de valeur, elle vient dans l'ordre. Et je vais passer très vite sur d'autres choses qui sont aussi logiques par rapport à la structure d'index. Aller chercher la valeur minimum ou maximum, bah, c'est peut-être juste aller chercher un bout de l'index ou l'autre. Donc le query planner, il sait voir ça facilement. Ça peut être un peu plus compliqué pour certaines requêtes de type j'ai un groupe by et je veux la première valeur pour chacune. Par exemple, j'ai des métriques pour différents devices et je veux la dernière métrique, donc par rapport à la date, pour chaque device. Et là, ça va dépendre des bases de données. Il y a des bases de données qui font du loose index scan. Je vais juste au bout pour vous... oui. Il y a des bases de données qui font du loose index scan, c'est-à-dire qu'avec un index scan, ils peuvent aller chercher plusieurs plages. Et du coup, ça marche, parce qu'ils vont aller chercher pour chaque device. En fait, ça peut s'appeler skip scan des fois, c'est-à-dire qu'on va chercher un range, et puis après, on va passer au suivant. Sur Postgres, vous n'avez pas ça aujourd'hui. Un moyen de l'émuler, c'est d'utiliser des requêtes récursives. En fait, ça s'appelle récursive, mais c'est plutôt assez itératif. C'est que ça va voir la première, et puis ensuite, ça va chercher la deuxième, qui est au-dessus de la première, et donc ça va aller chercher les plusieurs plages. Bon, je vous ai mis ça dans les slides. On trouve la solution ailleurs, mais c'est bien de savoir que ça peut exister. Donc les index peuvent servir à beaucoup de choses, en fait. Et... bah, même si c'est compatible Postgres, il y a des compatibles Postgres comme Timescale, comme Yugabyte, qui ont le skip scan, ou par exemple faire un distinct, c'est un seul index scan qui va aller voir dans l'index les différentes valeurs et qui peut faire des sauts en fait d'une valeur à une autre. Et puis, en 2 minutes, puisque j'ai déjà répondu un petit peu à la question, est-ce qu'on met toutes les colonnes? En fait, moi je vois les index exactement par rapport aux requêtes en fait. Et je trouve même un petit peu dommage que la syntaxe du create index ne ressemble pas plus à la syntaxe du select. Quand je regarde une requête, quand j'ai des prédicats colonne égale valeur, c'est quelque chose que je veux avoir au début de l'index, parce que je vais directement dessus. Si j'ai des colonnes supérieures ou inférieures à, ça va être une plage de valeurs souvent, et donc ça peut être après si déjà on a trouvé des valeurs précises pour celle-là. Très souvent, après si vous êtes habitué à d'autres bases de données, genre Cassandra, genre DynamoDB, le principe de se dire il y a une clé de partition sur laquelle on peut même avoir des valeurs de hachage parfois pour aller trouver une valeur précise, donc c'est des point query, et après on peut aller chercher un range dedans, du range query, bah, c'est ça l'idée, dans les colonnes qui sont indexées, vous les voyez dans l'ordre. Et puis après, on peut faire du include des colonnes qu'on veut en plus. On n'a pas besoin qu'elles soient dans l'ordre, juste qu'elles soient là pour ne pas aller voir la table. Et puis une where clause. Donc voilà, on peut vraiment mapper ce qu'on veut et au final, se dire pour la requête quel est l'index idéal. Ça ne veut pas dire qu'on va créer un index différent, mais par rapport aux différents types de requêtes que vous avez, ben vous allez créer des index qui vont couvrir plusieurs de ces requêtes. Et puis les requêtes critiques. Hein. Sur le nombre de requêtes que fait votre application, il y en a quelques-unes où vous avez vraiment des critères de performance très stricts. Voilà. Et donc je mets juste un lien sur plusieurs blog posts que j'ai fait par rapport à ça, si vous avez envie de les voir. Et aussi c'est très facile de me trouver sur Twitter, sur LinkedIn pour me contacter. Et voilà. Pour penser aux index,
et de la manière dont ils sont construits et de la manière dont ils sont accédés. Si vous avez d'autres questions là-dessus ou pour parler de bases de données distribuées, je suis disponible à la conférence. Contactez-moi quand vous voulez. Voilà, merci beaucoup. Je crois qu'on est juste à temps.